de la culture pour réenchanter le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine spécial dédié à la culture depuis le cloître de l'abbaye du Torronais dans le Var, où nous avons délocalisé les studios de RCF. Nous voulons tourner notre regard aujourd'hui sur les enjeux de la culture sur notre monde en quête de sens. Est-ce que la culture peut réenchanter le monde ? À l'heure où notre monde connaît de nombreuses transitions économiques, politiques, écologiques, où le temps s'accélère, où la déculturation ou la paupérisation culturelle et économique gagnent du terrain, la culture, le beau, le vrai peuvent-ils encore émerveiller les consciences et les cœurs ? Quelles actions peuvent démocratiser la culture sous toutes ses formes dans nos sociétés ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Jean-Marc Boré, bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes administrateur des Monuments nationaux du Var. Et expliquez-nous votre charge, votre rôle notamment au niveau de l'abbaye du Torronais, rapidement, et du cloître de Fréjus. Alors, il faut prendre tout depuis le début. L'abbaye du Torronais appartient à l'État et fait partie des 110 monuments gérés par le Centre des Monuments Nationaux. Le Centre des Monuments Nationaux, dont le siège est à Paris, est une filiale, si on peut dire, du ministère de la Culture, qui a en charge 110 monuments qui sont répartis sur l'ensemble du territoire hexagonal, parce que nous n'avons pas de monuments en Corse et nous n'avons pas de monuments dans les dom-toms. Mais on a déjà assez à faire avec ces 110 monuments. Alors le périmètre est variable. Quand je suis rentré au Centre des Monuments Nationaux il y a 15 ans, on gérait 96 monuments. Aujourd'hui 110. Il fut un temps, avant moi, où on en gérait 125, je crois. Pourquoi ? Parce que il y a eu des mouvements entre l'État et les collectivités territoriales. Certains monuments sont passés en propriété de l'État vers les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on assiste à un mouvement inverse, on augmente. Voilà. Je ne rentrerai pas dans les détails administratifs qui sont fort complexes. Nous gérons un seul monument privé en France, que j'ai eu le plaisir de gérer, qui est le château de Haroué en Lorraine, qui appartient à la famille de Beauvaucran et qui a passé un partenariat avec les monuments nationaux. Mais c'est vraiment un épiphénomène. L'unique. Nous gérons essentiellement des monuments qui appartiennent à l'État. Voilà, donc dans cet établissement public, ça s'appelle comme ça, qui s'appelle le Centre des Monuments Nationaux, le CMN, il y a 1500 agents qui s'occupent de ces 110 monuments et qui sont là pour les entretenir, les ouvrir au public, les expliquer au public, ça c'est très important. C'est vraie pédagogie. On a fait tout à l'heure. Et puis les animer. On va voir tout au long de l'émission justement quelles sont les actions précises. Voilà toutes nos missions. Tout à fait, elles sont nombreuses. Oui. Elles sont très nombreuses, elles sont passionnantes. Elena Kujeleva, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc chanteuse lyrique soprane d'origine ukrainienne, d'où ce petit accent, joli accent. Merci de nous avoir enchantés précédemment pour un programme musical adapté au cloître de l'abbaye du Torronais avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monaco. C'était vraiment magnifique, je crois qu'on peut encore l'applaudir. Alors vous êtes soliste au théâtre philharmonique. Vous étiez soliste au théâtre philharmonique d'Odessa. Vous avez participé à de nombreux festivals à Vienne, aux États-Unis, au Luxembourg, en Arménie, à Monaco, en France. Énormément de pays. C'est magnifique. Oui. En 2019, vous vous êtes produit pour 7 concerts à Vienne et en Allemagne de 2019 à 2021 avec 3 programmes différents avec les œuvres de Mozart. Oui, toujours Mozart. Toujours Mozart, oui. Et la saison 2022-23, c'était une tournée aux Pays-Bas avec 6 concerts. Oui, c'était une tournée excellente. Oui, c'était quand a commencé la guerre. Et nous avons fait tourner avec 2 musiciennes, 2 virtuoses ukrainiennes, aussi un pianiste qui est professeur des conservatoires à Allemagne et notre violoniste. Et nous avons beaucoup de succès et très chaleureux support, comment dire. Oui, un soutien. Oui, à cause de la guerre, c'était impactant quand même. Il y avait une réaction de solidarité. Oui, c'était une action de solidarité, oui, c'est ça. Et vous êtes accompagnée de votre mari, Stefano Miliziano. Bonjour. Bonjour.
Vous avez créé ensemble l'association Musique Classique Héritage, mais vous êtes aussi chanteur. Vous aviez une carrière de chanteur. J'étais chanteur. Oui. En fait, pour avoir une suite logique à mon parcours, j'ai, avec mon épouse, voulu créer une association pour permettre justement de promouvoir des artistes, des jeunes talents, d'organiser des concerts, organiser des masterclass. Faire connaître au maximum la musique classique. On va en parler. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Marc Bourré. Merci encore de nous recevoir ici, vraiment pour ce partenariat. Dans ce beau haut lieu du patrimoine religieux du Var, cette belle abbaye du Toronnet. Un mot tout d'abord sur ce monument très connu, alors avec une architecture bien sûr cistercienne, atypique, et puis son acoustique qui un modèle cistercien. Bon, il y a plusieurs autres abbayes cisterciennes en France, mais celle-ci a bénéficié depuis, et en Provence bien sûr, mais celle-ci a bénéficié depuis le milieu du 19e siècle des travaux de restauration financés par l'État. Donc ça vous permet d'avoir une vue assez complète de ce qu'était l'architecture d'origine. Bien sûr, nous n'avons pas reconstruit certains bâtiments, sans doute pour des raisons d'économie ou de stabilité du terrain, mais c'est une abbaye qui revient de loin, parce que, encore au 19e, alors qu'elle était déjà passée sous la propriété de l'État, notamment l'église, ici, il y avait été entreposé du matériel agricole, des pailles et toutes sortes de choses qui n'avaient rien à voir avec l'abbaye. Donc aujourd'hui, on a un monument magnifique, comme tous les monuments nationaux d'ailleurs, puisque je vous invite à consulter notre site internet pour aller tous les visiter, qui sont parfaitement entretenus. Et quand les visiteurs viennent pour la première fois découvrir ce site historique et surprenant, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous retournent? Ils sont émerveillés, il y a quelque chose, peut-être que notre auditoire aujourd'hui aussi est touché, même si on connaît les lieux, on est encore... Il y a une partie de nous qui est en mode découverte, en mode enfant, qui se laisse émerveiller. Il y a un esprit ici, je trouve, indépendamment même, au risque de choquer, mais de la dimension religieuse qui est évidente, c'est une abbaye, mais il y a un esprit. Moi, j'étais administrateur du Mont-Saint-Michel et je n'oserais pas dire que je ne ressentais pas la même chose qu'ici, mais c'est peut-être aussi le fait qu'il y avait une foule beaucoup plus dense. Ici, nous recevons 95 000 visiteurs par an. Enfin, nous allons sans doute les recevoir en 2024. Au Mont-Saint-Michel, c'est 1 400 000, donc ça n'a rien à voir. Mais ici, il y a une intimité, une fusion avec la nature aussi. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour le public. D'ailleurs, c'est peut-être un point sur lequel nous allons porter nos efforts dans les années à venir. C'est justement tout ce qui est espace vert autour de cette abbaye qui mériterait peut-être une remise en valeur, bien qu'on ait des problèmes de sécheresse ici très forts, donc c'est peut-être utopique ce que je dis là, mais... la nature, c'est important. On sent que c'est intégré dans l'environnement naturel. Oui, les moines, à l'origine, ont voulu ça. Bien sûr. Il y a une sorte d'intimité, elle est cachée, et en même temps, elle a bénéficié de toutes les richesses naturelles qui sont autour d'elle, l'eau, les pierres. Vous savez que ces moines étaient propriétaires terriens sur de très très grandes surfaces. Ils avaient même des pêcheries sur la Méditerranée, donc c'était presque des seigneurs locaux. Et dans la grange dîmière qui est derrière était entreposée la dîme. Ce que j'espère, c'est que nous pourrons la restaurer un jour et l'ouvrir au public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'était toute cette histoire très très riche dans tous les sens du terme qu'on peut retrouver ici. Mais surtout l'esprit, On sent que la prière est présente. Oui. Les moines ont prié pendant des années, on sent ça. Et pour vous, Elena, vous chantez sur de nombreuses scènes. Comment les auditeurs, les spectateurs réagissent quand ils découvrent le chant lyrique, la musique baroque, ou quels sont les témoignages? Est-ce qu'on... Voilà, c'est de plus en plus peut-être pas oublié, mais voilà, il y a besoin de transmission pour que cette musique classique et lyrique soit maintenue et transmise. Comment je crois que la réaction est toujours très chaleureuse parce que la musique, c'est en fait en énergie. Tu ne peux pas toucher la musique, c'est une chose qui existe, c'est une pure énergie, voilà, énergie divine. Parce que musique professionnelle, musique classique était née dans l'église, avec rituel. Et voilà, et ce rituel est toujours dans les mémoires de la musique. C'est toujours la base de la musique, c'est sens de quelque chose de divin. Donc ça nous dépasse. Même si on n'est pas croyant, on peut se laisser toucher, c'est ça. C'est Stéphano, bien sûr, tout à fait. Et je crois que
pour les choses qu'on a besoin de plus. Aujourd'hui, tout le monde, c'est l'amour et l'énergie. Cette chose, je crois, plus importante. Donc il y a encore une place pour la beauté, que ce soit beauté du patrimoine ou beauté de la musique. Forcément, on a une quête de sens. On démissionne tout de suite. C'est pas pour ça. De toute façon, vous, au contraire, vous ouvrez les portes du patrimoine et puis au niveau de la musique, vous transmettez votre talent. C'est important. Et après, je voudrais dire, quand les temps, comme nous vivons maintenant, comme les temps un peu de turbulence, toujours tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux avoir demain, ou qu'est-ce que peut... Voilà. Et musique, c'est un truc, c'est une chose qui est toujours constante. C'est comme un jardin divin que tu peux... Ressources. Oui, sans ressources. Justement, quel est l'enjeu de la culture aujourd'hui, à l'heure où les gens sont occupés et préoccupés, hein, on peut dire instabilité économique, politique, pouvoir d'achat, baisse des règlements climatiques, je m'arrête là. Mais on voit très bien que cette instabilité, au contraire, voilà, on voit qu'en face de nous, on peut avoir un instant musical qui nous stabilise, qui nous redonne la paix. Toujours avec émotions. Vous. Oui, c'est ça. Stéphane. Oui, tout à fait. L'enjeu de la culture. Oui. On a besoin de culture, de musique, justement pour revenir à notre... voix intérieure, peut-être. Tout à fait, exactement. Elena a dit juste, c'est une thérapie aussi, ça nous répare de tout ce qu'on peut écouter, voir en extérieur, le stress, la musique, c'est une thérapie, ça nous aide à avancer. C'est un instant poétique qu'on peut vivre ici, qu'on soit croyant ou pas, quand on ouvre, quand on rentre dans cet habit du Toronnet, on sent l'histoire, on sent peut-être la prière. Voilà, il y a vraiment... Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Je me permets, parce que c'est une question importante aujourd'hui, de revenir sur la question précédente. L'enjeu de la culture aujourd'hui. Aujourd'hui, la culture, elle est très inquiète. À tort ou à raison, elle est inquiète. Ça n'a rien à voir avec les résultats électoraux derniers. C'est que, quelles que soient les tendances politiques, on a tendance à être accusé de coûter très cher. Donc aujourd'hui, elle est inquiète parce qu'elle se sent menacée. Et heureusement qu'il y a des émissions comme celle-ci pour matérialiser le fait qu'elle compte encore. Il y a encore des espaces sociaux où elle compte. Et ce qui me rassure beaucoup, c'est aussi la fréquentation des lieux de culture, des festivals en particulier, qui nous donnent espoir et qui nous montrent qu'il y a un intérêt. Alors nous, les gens de culture, notre mission, c'est d'amener à ça des populations, si je puis dire ça comme ça, qui n'y ont pas accès. Donc ça, c'est très très important. Il ne faut pas uniquement se contenter de soirées de prestige entre soi, même si c'est important de les faire, mais il faut aussi travailler à faire venir, et c'est ce qu'on fait ici évidemment, des populations qui n'ont pas accès à cette culture-là. Qui n'ont pas accès à la culture et à des moments hors écran, parce qu'à l'heure des écrans, effectivement, qui ont une grande place, on a un vrai défi de les amener vers autre chose, de l'extérieur de ce quotidien qui est pollué. Et donc, du coup, autant pour la musique que pour la découverte du patrimoine, c'est une vraie chance aussi d'être... Finalement, il faut être curieux et audacieux pour s'intéresser à la culture. Ça dépend de ce que les écrans diffusent. Les écrans peuvent diffuser des choses intéressantes. Est-ce que le réel il y a des tas de choses intéressantes sur les écrans. Malheureusement, les jeunes, on sait très bien que les jeunes et les moins jeunes ne regardent pas toujours ça. Est-ce que les visites réelles sont pas mieux ? Et bien sûr que les visites réelles sont... Et nous faisons tout pour les maintenir, en plus avec des guides physiques, des personnes qui font la visite. Hein. Même si on propose des audio-guides, des documents écrits, des iPads, de la réalité augmentée. On pourrait très bien imaginer ici que dans cette salle capitulaire, une réalité augmentée puisse nous permettre de voir dans quel état elle était au XIIe siècle, au XIIIe siècle. Moi, j'avais ça, par exemple, au château de Vincennes. Une réalité augmentée nous permettait de voir l'ameublement du donjon à l'époque. Ça, c'est extraordinaire. Mais tout ça, ça ne remplace pas la visite physique. Tout à fait. Voilà. Alors, j'aimerais évoquer avec vous, à présent, l'éducation à la culture et la transmission. C'est un sujet qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure, mais que vous connaissez bien, Elena, puisque vous aimez donner envie de découvrir la musique classique grâce à votre association, justement. Comment est né ce projet ? C'est mieux
C'est Stéphane va raconter, oui. Comme je disais tout à l'heure, j'ai chanté jusqu'en 2017 et au terme de ma carrière, j'ai décidé de... Bien sûr, j'ai rencontré Elena, donc ensemble, on a décidé de monter une association. Et moi, je voulais, essayer de transmettre par le biais de masterclass ce que moi, on m'avait enseigné, et aussi de promouvoir Elena et de faire connaître aussi au jeune public la musique classique. Les jeunes sont encore intéressés, montrent un intérêt. Il y a des jeunes talents qui se tournent vers la musique classique. Il y a pas... Bon, j'ai rien contre rock'n'roll, R&B ou house, mais... En fait... il faut de tout. Oui. Par les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, on arrive quand même à avoir un public assez jeune qui nous suit. Moi, j'ai fait mes études de musique à l'Académie de musique de Monaco, et puis je me suis spécialisé au CNR de Nice. Donc c'est vrai que je connais beaucoup de jeunes, de réseaux, donc j'arrive aussi à faire venir... voilà, tout à fait. Donc l'idée de soutenir les jeunes talents, faire connaître ceux qui ne sont pas forcément érudits, ça correspond aussi à cette ouverture dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment ce sens-là d'une éducation au beau. C'est vraiment pour tous, finalement. La beauté pour tous, c'est un slogan un peu bateau, mais on pourrait aussi le pratiquer au quotidien, parce que c'est beau d'en parler, mais il faut le mettre en action. C'est ça ? Oui, tout à fait. Du point de vue du patrimoine culturel et cultuel, Jean-Marc Bourré, comment faites-vous au sein des monuments nationaux pour transmettre l'histoire du patrimoine, justement ? Alors, on a parlé de visite, mais il n'y a pas que ça. Alors, une grande partie de notre activité, c'est justement de recevoir des scolaires. Beaucoup de monuments, et celui-ci en particulier, ont un agent qui est spécialisé dans cette mission-là, un chargé d'action éducative, ça s'appelle comme ça. Donc ici, nous avons Corinne Perron, depuis plusieurs années, qui est chargée d'action éducative pour l'abbaye du Toronnet et le cloître de Fréjus, et qui toute l'année monte des accueils de classe, établit des liens avec l'éducation nationale, avec le rectorat, propose des ateliers en temps scolaire, hors temps scolaire, mais aussi pour les adultes, des ateliers thématiques. Donc ici, nous recevons à peu près entre 7 et 8 000 scolaires par an à l'abbaye du Toronnet. À Fréjus, quand je suis arrivé, on avait des progrès à faire et on les a faits. Ça va beaucoup mieux en 2 ans. Mais il faut qu'un monument comme celui de Fréjus, qui est au sein d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants, reçoive beaucoup plus de scolaires qu'il n'en reçoit aujourd'hui. Et comment réagit ce public jeune ? On imagine curieux, surtout lorsqu'il s'agit de la période du Moyen-Âge. Ça leur plaît toujours, les chevaliers, les... Oui, alors on évite de tomber dans les images d'Épinal comme ça aussi, voilà, mais effectivement, il en faut un peu. Alors il y a des ateliers de calligraphie, par exemple, ici dans l'abbaye, hein. Et puis il est très très friand, effectivement, des volumes du monument. Mais là, il n'y a pas eu de chevalier, si vous voulez. Il y a eu des moines, c'est quand même un peu plus ascétique. C'est parfois difficile à comprendre, surtout qu'on a des élèves évidemment de toute origine, hein, qui viennent de très loin. Ça va de Nice pratiquement jusqu'à Marseille, hein, et beaucoup de Cannes, d'Antibes, donc pas seulement du 83. Donc toutes sortes d'origines géographiques et sociales. Et il faut développer un discours autour duquel ils puissent eux-mêmes développer une curiosité. Ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, si on ne le fait pas, ça ne marchera pas du tout. Et si on le fait, ça marche peut-être pour 1 sur 10 ou 1 sur 20, mais il faut le faire. Et vous vous adressez également à un large public, puisque vous avez ouvert aux entreprises avec une stratégie de développement. Là, il y a d'autres propositions. Alors ça, c'est l'autre côté de nos activités. Donc, effectivement, mon métier, c'est, s'il y a des chefs d'entreprise ici, ils vont y être sensibles, c'est d'augmenter les ressources propres du monument. Augmenter les ressources propres du monument, c'est d'abord augmenter sa fréquentation, puisque les gens payent pour entrer ici.
Nous sommes passés, en 2022, nous avions 77 000 entrées, 87 000 en 2023 et on devrait faire 95 000 en 2024. Donc on augmente s'il n'y a pas d'événements imprévus, évidemment, d'ici la fin de l'année, type Covid, etc. Mais, ou catastrophes de toutes sortes, ce que je ne souhaite pas, évidemment. Mais on est dans une phase ascendante, ce qui est très bien. L'ensemble des monuments nationaux est également dans une phase ascendante depuis la fin du Covid, avec un petit tassement en 2024. Voilà. Ça, c'est une manière d'augmenter les ressources propres. La deuxième manière, c'est de trouver du mécénat ou des subventions. On connaît ça, on connaît voilà. ça. Donc, ici, du mécénat, j'en cherche toujours pour le festival de musique. Alors, expliquez-nous justement. Voilà. Alors, vous avez... troisième moyen d'augmenter les ressources oui. propres, c'est la location d'espace. Tous les monuments sont ouverts à la visite. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut mettre quand même pas mal de monde. Hein. On peut mettre jusqu'à 300 personnes dans le quad. Il y a les extérieurs. Il y a l'église pour des concerts, évidemment pas pour des cocktails, etc. Parce que nous sommes, même si nous sommes un monument géré par l'État de manière laïque, nous sommes très respectueux de l'esprit des lieux. Tout à fait. Ça va de soi. Je peux dire non, ça m'arrive souvent. Vous triez. Nous disons non au mariage, par exemple. Pour l'instant, je dis non au mariage. On est très sollicité, mais je sais que les mariages, ça se termine à 6 h du matin. Et ce sont des contraintes pour le personnel qui sont énormes. Et puis le respect de l'environnement. Voilà, oui, aussi, mais en admettant même que l'environnement soit respecté, c'est délicat. Des exemples de soirées, des soirées que vous avez réalisées dernièrement Dernièrement, on a reçu, ça s'est bien développé au mois de juin 2024. Le 20 juin, nous avons reçu une grande soirée du comité interprofessionnel des vins de Provence. Et le 29 juin, donc samedi dernier, nous avons reçu une très belle soirée, et certains y étaient, de l'ordre de Méduse, avec un beau dîner à l'extérieur, alors que l'après-midi, on pensait qu'on allait devoir annuler tout ça, tellement il faisait mauvais. C'était divin, c'est ça, voilà. divin. Donc ça, je souhaite qu'on réitère ces soirées-là, bien entendu. Évidemment, pas une par semaine, pas une par jour, hein, mais 2 ou 3 avant l'été, c'est une aubaine pour nous aussi en termes de communication, parce que maintenant les gens communiquent sur les réseaux sociaux et c'est un éclairage sur l'abbaye du Toronnet. Une notoriété de plus. Au Toronnet, vous avez relancé en 2022 les musicales de l'abbaye du Toronnet, en plus de la programmation d'autres concerts ou de musique ancienne. Cela commence donc ce samedi 6 juillet avec l'ensemble Irini. Un petit mot justement sur ces musicales. Alors ça pourrait être un grand mot, mais alors c'est pas en plus, c'est à la place d'un festival qui a duré pendant 30 ans, qui s'appelait les Rencontres internationales de musique ancienne du Toronnet, qui était extrêmement connu. Dominique Vellard a dirigé. Certains concerts étaient retransmis sur France Musique. C'est un festival qui a eu son heure de gloire. Et puis au bout de 30 ans, ils se sont essoufflés. Ils ont arrêté en 2019. Donc moi, je suis arrivé ici le 1er novembre 2021. Je suis un peu monsieur musique au Centre des Monuments Nationaux, puisque j'ai organisé plus de 800 concerts dans ma vie, dont certains dans les Monuments Nationaux, mais pas tous, loin s'en faut. Donc, je me suis dit, il faut reprendre le flambeau, parce que 2019-2022, il n'y a pas beaucoup d'écart, donc le public est toujours fidélisé. Et on a créé les musicales de l'abbaye du Toronnet, qui cette année vont présenter 9 concerts. On s'étale sur une plage de temps très longue, parce que moi, je ne crois pas que les gens puissent venir au Toronnet 10 fois en 10 jours, c'est de l'utopie. Donc, on commence le 6 juillet, on termine le 19 octobre. Et là aussi, très éclectique comme programmation, c'est que de la musique classique. Hein. Pour l'instant, je ne veux pas faire de musiques actuelles. J'ai beaucoup de forcing pour ça, mais pour l'instant, je n'ouvre pas aux musiques actuelles pour de multiples raisons. D'ailleurs, les musiques actuelles sont très programmées au Toronnet avec les Nuits Blanches du Toronnet, donc le contrat est rempli avec elles. Mais là, c'est un éventail de musique qui va de la musique médiévale jusqu'à Philippe Glass, qu'on a entendu ce soir. On a entendu Philippe Glass en introduction de concert, oui. Et il y aura un concert le 7 août qui lui sera consacré, puisque cette musique qui date du XXIe siècle, elle est minimaliste et je pense qu'elle s'intègre très bien dans une architecture minimaliste comme l'architecture cistercienne. Alors, vous me tendez une perche, justement, l'alliance entre les beautés musicales et les sites, ce site de toute beauté, c'est un mix gagnant. Oui, alors, pour faire un beau concert, il ne suffit pas de mettre quelques bougies. Il faut une bonne acoustique. Non, mais je le dis, parce que je vois beaucoup de festivals, notamment dans la région, qui sont très agréables, mais ce serait plus agréable d'y dîner. Quand je vois qu'on met un piano dans des acoustiques qui sont en plein air, complètes,
et que le piano est sonorisé, moi ça ne me satisfait pas. Le piano sonorisé, ça ne marche pas, sauf pour le jazz ou les musiques actuelles. Si on invite Sofiane Pamar, le piano est sonorisé. Mais si on invite un pianiste classique, on ne sonorise pas le piano. Donc ici, il y a deux espaces avec des acoustiques totalement contraires. Celle-ci, que vous avez entendue tout à l'heure, qui est excellente, avec une excellente définition. Nous, on met plutôt les artistes dans l'angle là-bas, parce que ça nous permet d'avoir 2 fois 100 personnes, 200 personnes. Et puis, évidemment, pour la musique vocale, notamment le chant grégorien, l'Église s'impose. S'impose, puisque le grégorien était... Malheureusement, dans cette acoustique-là, on ne peut pas programmer au-delà de la Renaissance et encore la première Renaissance. Après, la musique baroque, par exemple, passe mal. On a une exception quand même cette année. Le 30 juillet, on reçoit des membres du chœur et de l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles pour un très grand concert où ils vont chanter et jouer les leçons de ténèbres de François Couperin. Donc dans cette acoustique, ça peut aller. Mais c'est quand même une acoustique extrêmement difficile à exploiter. Elena et Stefano, quel est votre regard sur la musique classique en France? Est-ce qu'il y a encore une place, on va dire, face à... Alors je suis un petit peu dure, mais la déculturation actuelle qui existe quand même, et il y a une tendance qui fait qu'il y a une méconnaissance de la musique classique. Donc on peut toujours en France continuer à... Parce que vous voyagez pas mal, vous avez voyagé, vous avez un regard différent d'après vos différents concerts. Stéphane, Elena, elle est fatiguée, ça y est. Passe la main. Si on considère finalement, pas le marché français, mais en tout cas la tendance actuelle en France, sur l'accueil de la musique classique. Oui, je pense qu'en France, on a beaucoup de festivals de musique classique, beaucoup de maisons d'opéra. Donc oui, je pense que la France a sa... C'est historique, donc oui, voilà, il faut sûr. tout faire pour maintenir. Tout à fait. C'est vrai que la culture, c'est un peu... En ce moment, c'est un effacé, peu... Oui, sur tous les bords. mais avec tous ces monuments, tout ce patrimoine qu'on a en France, peut-être essayer d'organiser... je sais qu'ils font des festivals aussi... dans les châteaux à Chambord. Ils les font vivre en fait. Voilà. Ils font vivre et donc, grâce au chant. Oui, donc on a la chance d'avoir tout ce patrimoine et oui, je pense que la France a sa place et il faut se battre pour faire vivre la musique. Persévérer, bravo oui, en tout cas. Pour terminer, quels sont vos prochains projets, prochains concerts? Alors le 12 juillet prochain, on va se produire à Cavalère-sur-Mer, à l'église Saint-Laurent, avec 2 autres artistes, un pianiste lauréat de plusieurs concours internationaux et un violoniste également. Voilà, à eux 3, ils formeront un trio. Roman Lapatinsky, oui. Et gagné plus de 20 concours, et jeune et très très talentueux, pianiste et violoniste. Voilà, ce sera 3 artistes ukrainiens. On ira, hein. Notez. Donc mais un programme divers, totalement divers, le programme, oui. Rappelez-nous la date. C'est le 12 juillet. 12 juillet, il y a encore de la place. Et le 15 juillet, avec les mêmes artistes, on sera à Nice, à l'église Saint-François de Paul, dans le Vieux-Nice, juste en face de l'Opéra de Nice. Très bien, voilà. C'est noté. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que les artistes, les actions culturelles, le patrimoine peuvent réenchanter le monde? C'est une affirmation. Oui. Un grand oui, un petit oui. Un très grand oui, évidemment, parce que si je ne croyais pas en ça, je ferais autre chose qui me rapporterait beaucoup plus. Mais pour revenir à votre question précédente, si la même, il y a un paradoxe aujourd'hui entre les festivals qui sont pleins, les salles de concert qui sont souvent pleines, depuis des années, les festivals depuis les années 60, ça marche très très bien, et un discours qui est développé par les médias, sauf RCF bien sûr. Sauf RCF évidemment, puisqu'on est là, qui consiste à dire que le public vieillit, que ça n'intéresse plus personne. Donc il faut lutter contre ça, parce que c'est pas vrai. La France n'est pourtant pas une nation musicienne par rapport à l'Allemagne, hein, mais il y a un public extrêmement fort ici,
Et connaisseurs, et ou qui connaisseurs. demandent à apprendre. Tous les concerts de l'abbaye du Toronnet l'année dernière, sauf un, le premier, il y a eu quand même 250 personnes, mais tous les autres concerts étaient complets, entre 200 et 400 personnes dans l'église. C'est un bon signal. Donc voilà, et on n'est pas tout près d'un grand centre. Donc la Roque d'Enterron, tous ces festivals-là ronflent, depuis des années, ronflent au sens positif du terme, et ne désemplissent pas. Donc moi je suis très étonné du paradoxe des discours, enfin du discours avec la réalité. Je ne comprends pas. Je pense que le problème, c'est qu'une partie de l'élite ne connaît rien à ça. Donc ça la gêne. Et elle s'amuse à détruire. Donc nous, on est là pour lutter contre ça. Voilà. En tout cas, merci à tous. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné envie de découvrir toujours plus notre riche culture française, qu'elle soit musicale ou patrimoniale, puisqu'elle nous permet de mieux connaître nos racines et puis de nous émerveiller encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.